Retour en studio avec mes confrères Ferdinand et Adi Alpha, Fabrice Petivi, Tchania Warimiawe, Loïc Lawson. Malheureusement, on a quelques petits soucis avec la connectivité électrique. Mais nous parlions avant cette nouvelle coupure de la justice togolaise et l'exécution des ordonnances, des décisions. Oui, vous avez la parole avant. Oui, j'étais en train de dire que je ne connaissais pas trop bien le dossier que les confrères ont évoqué, mais néanmoins, pour la justice togolaise, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a des soucis que les gens relèvent tout le temps par rapport à cette justice. Et il y en a aussi qui, fort heureusement, relèvent des cas de satisfaction par rapport à la justice. Et puis le gouvernement, entre-temps, a lancé, nous disions, les réformes de la justice et qui ont permis de relever un peu la barre très haut et qui donnent des résultats que les uns et les autres apprécient. Bon, maintenant, nous savons, et ça nous le regrettons, nous souhaitons qu'il y a des dossiers au niveau de la justice qui traînent, qui dorment, des dossiers qu'on n'arrive jamais à ouvrir, et qui font des années. Parfois, il y a des gens qui sont emprisonnés et qui sont là. Malheureusement, on n'ouvre pas ces dossiers et puis peut-être que qui sont oubliés, ce seraient des innocents, ce seraient des personnes innocentes qui finiront après jugement par sortir après avoir passé des années. Et l'application des ordonnances de la justice aussi, les confrères l'ont relevé, mais je crois que Fabrice a dit quelque chose d'essentiel. Il y a une force qui accompagne les ordonnances, il y a les huissiers, il y a la gendarmerie, la police qui aident à faire tout cela. Et donc, quand les gens ont des ordonnances qui leur donnent du droit, il faut aller vers ces forces et faire en sorte que le droit soit appliqué, et parfois par force, parce que quand on ne met pas la force, justement c'est en ce moment que les petits réseaux jouent, et je crois que le cas que le confrère ont relevé, il s'agit d'un réseau, peut-être qui est là en train d'appuyer cette dame, et c'est sur ces réseaux qu'elle compte. Il y a des Togolais aujourd'hui qui disent aux gens, va me convoquer où tu veux. Il y en a qui ont l'assurance. Ils estiment avoir peut-être des couvertures ou des appuis. Et ça, ce n'est pas bien quand on est dans une nation où quelqu'un a un différend avec vous, que vous arriviez à lui dire, bon, convoque-moi où tu veux, je suis là, je vais répondre. Ça veut dire que quelque part, les gens n'ont pas envie de donner la force à la loi et qu'ils savent qu'ils ont des contorsions, des contournements pour éviter que la loi soit dite, et c'est pas bien. Mais vivement que les juges, moi je les apprécie en passant, parce que depuis un certain moment, je constate que du bon travail se fait, mais vivement que les gens eux-mêmes qui donnent les ordonnances contribuent à faire appliquer ces ordonnances, parce que ça va dans leur intérêt, ça leur donne un quitus et ça leur donne peut-être un aura ou bien une aura dans la société qui permet de dire que le droit se dit bien au Togo. Loïc Lawson, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui force n'est plus à la loi? Enfin, quand on écoute des dossiers du genre, on a le sentiment que force n'est plus à la loi. Vous-même, vous en avez parlé il n'y a pas longtemps par rapport au dossier Ethiopia Airlines, où la justice a quand même a fait son travail, mais peut-être pas jusqu'au bout. Je sais pas, mais tu sais, Eric Gato, quand la justice d'un pays est malade, c'est toute la démocratie qui est malade. Non, je te dis, c'est que je te dis, je te le dis parce que, tu sais, il a fallu juste. Actuellement en France, on parle des réformes de justice. De la justice. Que le sujet soit lancé sur certains sujets. Mais je te dis, les avocats, c'est comme Barra, je lisais un document comme ça dans la voiture je ne savais pas que vous allez parler de ça. Mais tout le monde se lève pour dire, mais non, si vous touchez à ceci, ça n'a rien de politique le test, mais vous mettez toute notre démocratie qu'on a fondée depuis des siècles en danger. La justice, ce que je dis, c'est quand la justice est malade, c'est tout ça à répercuter sur toute la démocratie. Parce que tu vas voir, la justice, c'est le pilier, c'est le fondement pour tout un pays. C'est pour ça, la Constitution, les tests, pourquoi tout repose sur des tests? Et qui eux aussi reposent à la fin sur la justice. Il y a le droit de la justice. Parce que tout part de là. Et c'est pour ça aussi, dans la justice, j'ai entendu dire que certains disent que non, des avocats traînent, ou bien parfois des... Oui, mais c'est pour ça il y a plusieurs paliers au niveau de la justice. C'est-à-dire il y a un niveau
arrivé à un niveau, il n'y a plus question de faire appel, il n'y a plus rien à faire, oui. Il faut exécuter. Et c'est justement là où moi je parle du danger. Quand il y a des niveaux où il faut arriver, où c'est le summum, on doit s'exécuter, et que des gens bloquent, il y a problème. Où les gens ont profit de s'exécuter, il y a problème. Et ça, quand on veut se développer, quand on veut mettre en confiance des partenaires, que ce soit privés ou je ne sais pas institutionnels, on ne badine pas avec ce niveau-là. C'est pour ça que tu vas remarquer, je me rappelle encore quand Hollande était au pouvoir. Hollande était au pouvoir vers sa fin de mandat. Aux États-Unis, il y avait eu un scandale avec la banque française, comment vous appelez, Société Générale, je ne sais plus, c'est ça. De fraude, et la justice américaine les a condamnés à payer des milliards. C'est-à-dire tellement le montant était énorme que la banque, les Français disaient, elle va s'écrouler. Et Hollande a, entre chefs d'État, contacté Obama pour négocier. Obama lui a répondu qu'il ne s'ingère pas quand c'est la justice. Et les Français, ils ont menacé de quitter le pays. Société Générale a menacé de faire sa valise et quitter. Obama a dit ramasser et partir. Elle est encore là. Ils sont en train de payer. C'est comme ça la justice. Il n'y a pas question d'affaires d'État, c'est machin, c'est une compagnie, elle va nous quitter. Récemment encore, tu as vu avec le simple paysan, c'est un paysan ou un jardinier qui a été contaminé par rapport aux produits chimiques, le nom m'échappe là, aux États-Unis toujours, récemment, et qui est tombé malade d'un cancer ou bien qui est soupçonné d'avoir le cancer. Tu as vu? C'est une affaire, c'est juste des soupçons qui les médecins ont dit que le produit chimique là qu'il utilise, l'engrais là, est à l'origine du cancer qui est en train de se développer. Tu as vu le montant énormissime dont cette société qui emploie des centaines, voire des milliers de personnes aux États-Unis, connues mondialement, a été condamnée. C'est-à-dire société américaine, condamnée par la justice américaine, a payé un pauvre jardinier. Et je disais, mais lui, il va souhaiter, son cancer là même, il ne va plus mourir, parce que lui là, l'argent, il n'a jamais vu ça toute sa vie. Pas lui seul. Donc tu comprends, la justice, c'est pour ça qu'on dit égalité justice. Et devant la justice, il faut se battre pour qu'elle fasse son travail. Très bien. Et que tout le monde, ça met en confiance les citoyens. Et ça, on espère. On en a besoin chez nous, comme partout en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup, monsieur, sur ce sujet. Ferdinand, vous avez souhaité, vous, peut-être avant d'aborder la question politique, revenir sur un sujet que vous avez traité ce matin, c'est lié donc au président de l'université de Lomé. On en avait parlé un petit peu le matin, mais il se passe quoi véritablement avec Okoroko Doji? Apparemment, à l'université, il n'y a plus de problème, les étudiants ils grèvent plus, la situation est relativement calme. Oui, cette affaire n'est pas encore finie. Vous savez qu'il y a eu un retrait de la plainte qu'il avait déposée contre son collègue du Bénin qui le dénonçait, à travers certains articles, notamment le fait que Topa nous disait qu'il avait une usurpation de titre de professeur titulaire de sciences politiques alors qu'il n'a pas cette compétence-là. Il est certes professeur de droit public, je crois, titulaire, mais pas de sciences politiques. Et puis un certain nombre de pratiques qu'ils font pour recaler un certain nombre de leurs collègues qui veulent passer les grades supérieurs. Donc vous avez suivi les différents articles de Topanou, et puis après les répliques de Kokoroko, et ensuite cette tentative de procès qui a été annulée le mois dernier. Il se fait qu'actuellement la présidence togolaise est en train a pris cette affaire-là au sérieux. Ils sont en train de se mêler de cette affaire parce que la présidence togolaise? Oui, la présidence de la République, parce que les attaques ou les sorties de Topanou mettaient très mal à l'aise la présidence de la République. Et le locataire du palais de la Marina veut en savoir sur les dessous réels de cette affaire-là. Et donc il y a 2 mois, je crois, Faure Gnassingbé était en déplacement au Portugal, c'était un déplacement privé. Et il a envoyé sa conseillère spéciale Madougou pour la Béninoise. Ouais, pour aller rencontrer Topanou au Bénin, pour savoir véritablement les dessous de cette affaire-là, qui impacte sur sa gouvernance, parce qu'il veut comprendre ce qui se passe dans ce dossier-là. Et Topanou a reçu Madougou et il lui a
dit un certain nombre de choses sur le président de l'université de Lomé, ce qui fonde ces articles, cette dénonciation, et a remis à cette dernière une pile de documents qu'elle est venue remettre à son patron. Alors, la question a été posée ensuite au président de l'université si les accusations de son collègue béninois, qui est aussi un côté togolais, Topanou, sont fondées ou pas. Est-ce que, effectivement, il y a cette histoire de professeur titulaire en sciences politiques, est-ce qu'il a vraiment il a vraiment cette qualification? Parce que c'est sur ces qualifications-là que le décret de sa nomination a été pris. Et Topanou s'étonne que dans une république comme le Togo, on nomme des gens à la tête d'une université sur la base d'un simple CV, sans être accompagné d'attestation, de diplôme ou de tout ce que la personne met dans le CV. Et donc là, actuellement, il a été demandé au président de l'université d'apporter les éléments qui sous-tendent ce côté-là qu'il a mis dans son CV, parce que ça fait quand même un peu désordre qu'on essaie de se réclamer d'une compétence qu'on n'a pas. Et donc l'affaire est actuellement au niveau de la présidence et donc Kokoroko a été prié de prouver ça. Et comme le disent bien les Ivoiriens, c'est dans ça qu'on est. Bon, d'accord, très bien. Comme on dit, on va suivre cette affaire pour savoir ce que ça donne. Ça nous amène à parler politique. Moi, est-ce que vous voulez placer un mot là-dessus? Oui. Moi, ça me surprendra un peu qu'on puisse dire à un professeur titulaire d'université qui a un doute par rapport à ce qu'il y a comme diplôme ou les titres dont il tente de se prévaloir. Je ne dis pas que ce que le confrère dit est faux, mais ça m'étonnerait, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où on peut tout vérifier. On ne dit pas qu'il a fait un BTS dans une école ici à Lomé et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un vous dit qu'il a fait telle université, je sais que Kokoroko, ça faisait partie des brillants étudiants coachés par le professeur Ahadji, qui est aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Son mentor. Et ils sont revenus très jeunes, Kokoroko, Baudard et tout cela. Et c'est vrai aussi qu'à l'époque, ça n'avait pas plu à certains, parce que c'est des jeunes qui évoluaient. Alors, est-ce que c'était de la complaisance ou c'est par rapport à leurs compétences? Mais ce qui est sûr aujourd'hui, je crois que si on veut savoir si ce que Kokoroko a comme diplôme universitaire, comme titre, on peut le vérifier facilement sans même poser la question au professeur Kokoroko, parce que nous sommes dans un monde où toutes les universités aujourd'hui sont connectées, même une autre que tu as eu. Je comprends que ça ne porte pas sur... il faut bien faire la nuance de ce qu'on est en train de dire. Dans son ensemble. Le président de l'université prétend être titulaire en sciences politiques. On n'a pas dit qu'il n'est pas titulaire en droit public. Oui, et ça, il ne l'a pas. Oui, on a publié même dans le journal, il n'y a pas longtemps, son truc de titre. Hein. Et là, actuellement, il est en train de mettre sous pression le CAMES en demandant au CAMES pourquoi on a transmis ces documents personnels sont sortis du CAMES. Parce que si vous dites que vous avez une spécialité dont vous n'avez pas le diplôme, il ne faut pas le mentionner dans un CV. Parce que celui qui vous nomme à la tête d'une institution comme l'université, il doit s'assurer. Maintenant, même si on doit se référer à ça, je sais pas, on connaît les compétences, du moins sur le domaine précis dans lequel M. Kokoroko publicise. Je suis pas sûr que le titre qu'on évoque là, c'est lui qui a déterminé forcément sa nomination à la tête de la présidence de l'université. Parce que je crois qu'il est arrivé, moi j'ai suivi un peu, les Kokoroko arrivaient quand nous on quittait pratiquement l'université, pas en tant qu'étudiant, bien évidemment, en tant que professeur. Il est revenu, il a créé une institution par rapport au droit public qu'il dirigeait, et puis bon, très jeune, agrégé avec bien les autres et tout cela et autres. Et aujourd'hui, moi je crois que
ce débat-là, moi, les études, c'est compliqué, hein. C'est pour cela, moi, quand on tente d'aller sur ça, ça me choque un peu parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le monsieur réalise, vous allez sur le campus universitaire aujourd'hui, peut-être qu'on peut émettre des critiques sur le plan académique. C'est quelqu'un quand même qui a réussi à réaliser des trucs où parfois on a envie de demander c'est où il prend l'argent. Ouais. Et il vous dira également que le budget n'a pas évolué, que ça a été toujours le même, celui que ses prédécesseurs ont plus ou moins géré. Donc ce qui est sûr aujourd'hui, on sait que Kokoroko, il doit avoir un doctorat en droit, il est publiciste, il est professeur titulaire et tout cela et autres. Et ça fait partie quand même des éléments qui peuvent avoir contribué à sa nomination là. Bon, maintenant sur les titres, c'est que même il y a des profs aujourd'hui où parfois les gens utilisent des titres qui ne méritent pas. Ouais, les gens se font appeler professeurs. Surtout dans le domaine académique, oui. C'est un peu c'est un peu sérieux parce que quand vous ne l'avez pas, vous dites et tout cela, on a aussi poursuivi des gens ici pour des plagiats par rapport à leur... Mais moi, en conclusion, c'est que tu sens qu'il y a quand même une guéguerre qu'on a regrettée entre-temps dans le monde intellectuel, où on est allé même dire, vous voyez un peu ce qui a été dit par exemple en temps sur le professeur Oulou. Oui. C'était pas bien ce débat-là. Bon, en temps ça s'est calmé. Bon, quand ça revient comme ça et... D'accord. Je crois, je voulais... Ce n'est pas un dialogue, s'il vous plaît. Permettez que... Non, je permettez que ça va l'orienter. Est-ce que vous avez vu le décret de nomination de Kokoroko? Nous l'avons publié. Signé par le président de la République. Oui, mais dans ce décret, il n'a jamais été dit que c'est parce qu'il est professeur ou spécialiste de droit public. Comment on l'a nommé? Comment ça? Mais c'est ce que la présidence lui dit de prouver. C'est-à-dire que quand un chef d'État mandate un de ses ministres pour aller voir quelqu'un pour prouver quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Je ne sais pas si vous comprenez. À moins qu'on me dise ici que ça n'a pas eu lieu. Moi, quand je parle, je donne des noms, je donne des dates, je dis telle personne, allez voir telle personne, on a convoqué telle personne pour vérifier ceci ou cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, nous sommes quand même à la tête de l'université. Personne ne conteste le parcours, tout ce qu'on a dit là. Il est agrégé de droit public. Personne ne conteste ça. Mais la partie qu'on conteste et sur laquelle l'autre l'attaque, c'est ça qui est aujourd'hui le sujet du débat, sur lequel on veut vérifier si effectivement ça a eu lieu ou pas. Mais il y a plus grave. Tu viens de dire, il y a Kokoroko, Ahadi, tout ça. Les trois sont actuellement convoqués au CAMES, à la commission d'éthique, pour être auditionnés sur les méthodes de recaler les gens à l'université. Et surtout de recaler les gens de certains nombres d'ethnies. Je ne sais pas si... L'affaire est extrêmement grave. Et donc, par exemple, plus grave... Attendez, plus grave... Non, je ne voulais pas considérer ce sujet-là. Non, attends, plus grave. Le Togo a aujourd'hui des problèmes avec le Sénégal. L'actuel ministre du Sénégal, qui est le ministre de la Justice, a été recalé à l'agrégation par ce réseau. Les Sénégalais ont protesté. Et finalement, l'affaire a été classée. Les Burkinabés, il y a une dame qui est dans le réseau, dont on a recalé le dossier il y a une année. Ils ont voulu coucher avec la dame sur ce réseau-là. La dame a refusé, son dossier a été recalé. Donc ce qui se passe est extrêmement grave. Donc ce n'est pas une affaire de... Oui, non, moi je pense pour terminer, je crois que ce n'est pas, ce ne sont pas des altercations, bien des accusations entre des deux adversaires politiques ou bien un article comme ça imaginé par un journaliste. Je fais souvent rigoler ici en disant que quand le crabe te dit que le poisson aussi ronfle la nuit, il faut prendre ça au sérieux. C'est entre des professeurs d'un certain niveau académique, des agrégés, des professeurs titulaires, des professeurs titulaires adjoints, qui sont en train de s'accuser. Ils se connaissent. Donc c'est en cela qu'il faut prendre ça au sérieux. Le Benoît là qui est en train il n'est pas en train de chercher la place de Kokoroko ici. Il n'est pas ici pour qu'on dise qu'il lorgne la présidente de l'université, qu'il veut bien lui jeter des pots de bananes pour, n'est-ce pas, éventuellement récupérer sa place. Donc moi je pense que c'est sérieux. Nous on a depuis longtemps des informations de ce genre autour de tous ces réseaux. Comment d'autres se poussent quand on fait attendre d'autres, ce n'est pas du nouveau. Et puis quand on est dans un
pays où au moins 3000 faux diplômés sont disséminés ici et là dans l'administration et tout ce que vous connaissez dans la fonction publique, et que l'État n'arrive pas à faire une liste. Bien sûr, à un moment donné, on a fait le recensement dans la fonction publique. La liste est là, mais on n'a jamais pu la publier, et que cela s'annonce dans les universités. Allez-y comprendre. Merci beaucoup, Bialfa. Tchania Warimiaou avant Loïc. Non, bon, je crois que le problème que le confrère a évoqué, il faut qu'on le prenne au sérieux. On le prenne au sérieux parce qu'il n'y a pas que Kokoroko. Il y a beaucoup de gens, Abi Alpha a dit tout à l'heure qu'au niveau de l'administration, aussi bien que dans nos sociétés privées, il y a des gens qui sont détenteurs de faux diplômes. Vous avez des gens qui vous disent j'ai tel niveau, j'ai tel, et puis on les nomme à des postes de responsabilité sans en avoir à vérifier le vrai soulèvement de ces diplômes. Oui. Et je crois que ça repose un problème qui doit attirer l'attention de ceux qui nomment. Avant de nommer quelqu'un, je sais que généralement il y a une enquête de moralité, mais il faut pousser loin pour voir si les diplômes que la personne a déclarés sont effectivement des diplômes réels. Il y a des gens qui vous disent je viens de telle université, on vous dit je viens du Canada, on vous dit je viens tout simplement parce que vous n'avez pas la possibilité d'aller au Canada directement, d'aller dans telle école. On les prend au sérieux, on croit que c'est ce qu'ils tiennent. Et je crois que loin de banaliser ça, il faut le prendre au sérieux, mais pas contre forcément la personne de Kokoroko, mais c'est un sujet d'actualité qui existe bel et bien, que ce soit dans l'administration et partout. Ce qui est intéressant, Ferdinand disait que on fait sciemment de recaler des cadres, des enseignants d'une certaine ethnie. C'est sérieux. Et ça, c'est sérieux. Et moi, je connais ce problème. Quand nous avons eu le bac, on est venu à Lomé, c'est pas n'importe qui ose s'aventurer, par exemple, vers la faculté de médecine. À l'époque, c'était une chasse gardée. Et quand on parle d'une ethnie ou des gens d'une zone, je sais que n'étaient pas en mesure de réussir à certaines facultés, comme le droit à une époque donnée. Et il y a des gens qui ont porté les gants, ils ont musclé leurs positions, qui tiennent et qui se disent que c'est un passe-passe qui doit se faire entre eux, leurs proches et leurs cousins germains, leurs enfants. Et donc aujourd'hui tout cela est à corriger parce que l'intelligence, elle est partout. Et quand on donne la possibilité de chacun de s'exercer, ceux qu'on recale parfois font mieux que ceux qui ont aujourd'hui la possibilité de recaler. Il faut voir ça et corriger. Très bien. Loïc Lawson sur le sujet, puis on parle politique, monsieur. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé en début d'émission de justice. Et j'ai finissé en le propos en disant que quand quelqu'un mérite quelque chose, on le lui donne. C'est pour ça, pour commencer, si, par rapport au réseau dont parle Ferdinand, pour recaler, s'il y a un tel réseau, effectivement, il faut le démanteler. Il faut pas seulement dénoncer et même les juger. Tu sais, c'est-à-dire, en Europe, on juge jusqu'à on juge à titre posthume. C'est-à-dire, oui, vous avez déjà décédé maintenant. Mais on te juge pour donner leçon aux gens de ne plus recommencer. S'il y a des cas comme ça, il faut vraiment dénoncer. Maintenant, moi, la guerre entre Kokoroko et Topanou, je ne la maîtrise pas de fond à comble. Parce que pour moi, c'est une guerre, je ne sais même pas l'origine. Et honnêtement, et sur la compétence du Kokoroko, bon, sur ça, je ne sais pas. Et on peut pas, Kokoroko, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on sait qu'il est brillant. Il est compétent. L'université de Lomé aujourd'hui change de visage. Ça aussi, on le sait. Mais moi, je fais partie de ceux qui l'ont critiqué. Sur certaines choses, si c'est raté, quand il a voulu arrêter, comment ça s'appelle? Non, pas seulement les professeurs d'OCE consorts. J'avais titré en manchette Kokoroko maladresse. Hein? Mais sur le plan intrinsèque, la qualité, le monsieur, ce qu'il abat comme travail, personne ne peut le contester. Maintenant, il faut aussi qu'on apprenne ça aussi en Afrique, quand la personne a de la qualité, parce qu'on peut avoir un diplôme ronflant, être médiocre. On en connaît des gens qui ont eu des diplômes, je ne sais pas le terminus, mais on les a mis à des postes, ça a été quoi? La catastrophe. Et on a vu des gens qui étaient à peu près et qui ont bien travaillé aussi. C'est comme aujourd'hui, moi c'est comme quand je parle de Ouattara et de Gbagbo. Quand les gens, quand ils allaient avoir leur débat, les gens ont dit que Ouattara c'est ceci, c'est cela, mais est-ce qu'il va aller le terrasser au face à face sur le plan économique? Il n'a jamais terrassé. Tu comprends un peu? C'est pour te dire, écoutons, et
ce que Ferdinand dit, et pour finir, ce que Ferdinand dit pour la pause. est très important. Et si Rekia a été envoyé ou pas, ça aussi, il faut qu'on le sache. Parce que Rekia, oui, non, ça tu ne peux pas, justement. Non, tu sais, donc on est dans un pays, tu connais le pays. Les gens sont partis faire des choses au nom du chef de l'État dans ce pays, des conseillers, des ministres, on sait ça. Alors qu'on ne les a pas envoyés. Voilà. Maintenant, si Rekia a été envoyé par le chef de l'État, quand elle est revenue, l'autre a été écouté. Donc tu comprends? Bon, là, je ne sais pas, ça veut dire que c'est des dossiers, donc, comme on sait en connaître dans ce pays, assez oui, compliqué. mais dans le domaine académique, elle représente quoi? Ça va passer. Loïc a dit quelque chose qui est très intéressant. Avant que tu coupes, s'il te plaît. On va envoyer. Pour que nous ayons le temps. Qui peut attester de la véracité d'un diplôme. Fabrice, Ferdinand, Tchaniago. Pour que nous ayons le temps, vous allez vous prononcer là-dessus. On va attaquer un gros dossier politique. Nous allons marquer une pause publicitaire, rassurez-vous. Ça durera à peine 1 minute et on revient en studio. Retour en studio avec les confrères Fabrice Petchezi, Abi Alpha, Ferdinand Haïté, Waremiaou et Loïc Lawson. Allez-y, Tchaniago. Oui, mais je disais que ce dont nous discutons est très sérieux. Il ne faut pas le banaliser. Je crois que nous sommes aussi journalistes. Il peut arriver que je sois nommé à un poste, vous me connaissez bien, parce que je vous ai dit que j'ai un diplôme en journalisme politique. C'est un exemple banal que je donne. Et cette déclaration me vaut la nomination à un poste. Et pour ceux qui me connaissent, ils peuvent dire que nous connaissons Tchaniago, il n'est pas diplômé en politique, dans le cadre du journalisme. Et je crois que c'est un cas de ce genre, c'est une figure comme celle-ci qui se présente dans ce que Ferdinand dit. Maintenant, reste à voir si c'est vrai ou faux, parce que moi, je n'ai pas fréquenté avec Kokoroko. Ceux qui Topanou, qui s'en prend à lui, je crois qu'ils sont des collègues, ils ont fréquenté ensemble ou ils se connaissent au niveau où ils sont. Mais ce que je disais, si tel est le cas, l'État togolais a failli, parce que vous n'allez pas nommer quelqu'un à un poste sur la base du CV qu'il vous a présenté. C'est grave que l'État se trompe sur des sujets. Oui, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a l'enquête de moralité, mais au niveau où Kokoroko est, tout le monde sait qu'il a le doctorat, il est juriste, et comme professeur, voilà. Et ce qu'il fait aujourd'hui par rapport à l'université, tout le monde le constate. Mais si tel a été qu'il a donné seulement une déclaration ou un CV, où il a mis avoir un doctorat, en tout ce que les confrères ont cité, et pour cette raison, on l'a nommé. L'État a failli parce qu'il aurait pu pousser loin. Et donc, nous attirons l'attention de ceux qui nomment que désormais, il faut pousser toujours loin, vérifier ce que les gens mettent dans le CV, parce que le CV, je peux le gonfler. Maintenant, quand Loïc disait qu'il faut qu'on fasse comme dans les pays développés, je suis d'accord. Les gens n'ont pas besoin forcément de diplômes pour prouver ce qu'ils savent faire, mais également, n'oublions pas aussi que les diplômes permettent aux gens d'avoir des salaires conséquents. Donc, non, j'étais en train de dire que quelqu'un peut déclarer un diplôme et il prend un salaire qui ne doit pas être le sien. 30 secondes. Moi, je crois que peut-être que je me suis fait mal comprendre. Moi, je dis aujourd'hui, moi, j'ai eu le CPD 1989. Si aujourd'hui quelqu'un veut contester ça, c'est pas à toi, Eric, on doit demander si je l'ai eu. Il suffit d'aller vérifier à l'inspection où j'ai mentionné que j'ai eu ce CPD là. On le connaît. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, si on n'a pas besoin d'envoyer des gens de faire ceci. On n'a pas pris un sac d'argent quelque part pour dire on fait une investigation. Le bonhomme dit je suis professeur titulaire dans tel domaine. Tu l'as fait où? Si c'est la Sorbonne, on vérifie. C'est ce que moi je suis en train de dire. Là, je ne comprends pas tout ce contour là pour les moi je pense que ce n'est pas une aiguille dans du foin. Ce problème est devenu un peu sérieux et on en parle au sommet d'une république parce qu'il est devenu, il traverse les frontières. Sinon chez nous aussi c'est une habitude. Tenez-vous bien, quand pour des raisons de mauvaise gestion et du désordre, quand la fusion est venue entre l'OTR, la douane et les impôts, qu'on a voulu faire de cette nouvelle boîte qui est l'OTR un modèle. Quel a été le premier chantier des tenants de l'OTR? C'est de dépouiller la boîte des faux diplômés.
Et beaucoup sont partis. Oui, bien sûr. Je dis bien, j'ai donné même un mauvais chiffre. Au temps du ministre Nyofam, il y avait un recensement de la fonction publique et on avait recensé pas moins de 6000 faux diplômés. Sauf qu'on n'a jamais pu publier la liste. Il faut la publier. Vous comprenez quoi? On n'a jamais pu publier, c'était tellement scandaleux. À l'époque, le monsieur voulait à tout prix faire sortir les résultats de son travaux. Quelque part, ça l'a coûté aussi son poste avant qu'il ne rebondisse. Donc, c'est une mauvaise habitude dans laquelle les gens se sentent plus ou moins à l'aise. Mais ici, elle a traversé les frontières et ça commence à sentir. Et puis, sachez bien que les professeurs d'université, les gens à partir d'une certaine compétence académique, ils tiennent à leur titre là comme un militaire avec son galon. Le militaire, il ne faut jamais commettre l'erreur d'appeler un sergent caporal. Il peut tout pardonner sauf ça. Donc c'est un peu ça dans leur monde. Parce qu'ils ne deviennent pas un professeur agrégé qui veut, ne deviennent pas un docteur qui veut, mais il faut qu'on nous fasse la lumière pour que au moins de l'ordre commence par être. Ferdinand, et puis on parle politique. Je voulais dire, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de la confusion, tout ça, dans ce qui est en train d'être dit. Je dis ceci, je dis, personne ne conteste le parcours de Kokoroko, son doctorat en droit public, son agrégation en droit public, tout ça. Je dis, dans le décret de nomination de Kokoroko, il a été dit qu'il est spécialiste en sciences politiques. Ça a été dit comme ça. Mais il ne l'est pas. Personne ne conteste qu'il soit agrégé de droit public, publicité, tout ça. Et c'est sur ce côté-là que le problème se pose. Alors, si entre lui et Topanou, oui, mais pour vérifier ça, est-ce qu'on a besoin d'envoyer une dame pour aller s'informer? Attendez, c'est pas moi qui ai envoyé la dame. Oui, non, je donne une information. Celui qui a envoyé la dame, Fabrice, et celui qui a envoyé la dame pour aller lui récupérer les informations, il sait pourquoi il envoie Rekia Madougou au Bénin, parce que Rekia Madougou est béninoise, Topanou est béninois, il sait pourquoi il est allé chercher les informations. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que l'école est au Bénin? Non, c'est pas une question d'école. C'est pas seulement. Qui a évalué Kokoroko. J'ai dit tout à l'heure dans l'émission. Il doit l'avoir eu dans une université où je ne sais pas. J'ai dit tout à l'heure dans. Fabrice, excuse-moi, j'ai dit tout à l'heure dans l'émission que il a été dit que les articles de Topanou, les révélations de Topanou avaient des impacts sur le pouvoir de Lomé. Parce que, je ne sais pas si vous lisez les articles qu'il sort souvent. Oui, oui. Et celui qui est là veut comprendre ce qui se passe, parce que c'est lui qui a nommé le gars. Et donc, il demande à ce qu'on lui cherche des informations, il envoie quelqu'un pour aller lui récupérer des informations. Donc, on n'est pas en train de dire que Kokoroko n'a pas fait un parcours brillant, il n'a pas été docteur en droit public, il n'est pas ceci, il n'est pas ça. Mais c'est sur cet aspect du décret-là qui pose problème. Et c'est ce qu'il faut justifier aujourd'hui. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet politique maintenant, puisque on est aussi attendu sur ce sujet-là. Et on va commencer avec l'union des forces de changement et ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Hier, contre toute attente, le seul représentant de la C14 a été donc finalement choisi par le Parlement togolais, le nouveau siège qui se fait appeler pompeusement, excusez-moi le terme, le temple de la démocratie. Vous connaissez le nom maintenant? C'est ça. C'est ça qui me l'apprend. Oui, c'est ça. L'Assemblée nationale. Oui, le temple de la démocratie. Alors, je l'ai appris hier aussi. L'UFC qui est parti dans votre éditorial, Fabrice, ce matin, vous le mettez dans la posture de l'agneau sacrificiel. Oui, alors si vous, peut-être, vous revenez un peu sur ma position par rapport à cette polémique sur l'UFC au niveau de la CENI, j'ai été toujours dans une logique en disant qu'en réalité, le débat sur l'UFC comme parti parlementaire, parti de l'opposition parlementaire, c'est un débat inutile parce qu'on a une loi quand même par rapport au statut de l'opposition qui peut permettre à l'UFC de prétendre être un parti de l'opposition parlementaire. Sauf que dans la pratique, l'UFC ne faisait pas de l'opposition. Et que sur cette base, et par rapport au fait que nous sommes dans une situation politique tendue où parfois on contourne les lois pour résoudre des problèmes, il aurait fallu que l'UFC fasse également comme au but qui est devenu MPDD et le NET l'ont fait. Oui. Et donc pour moi, je n'étais pas pour que l'UFC occupe ce siège au niveau de la CENI. Et donc je disais que s'il faut que l'UFC quitte, il n'était pas question de brandir des arsenaux juridiques pour dire non, ceci ou cela, cela. Et ça devrait
être un compromis politique, c'est un sacrifice que l'UFC devrait faire comme les autres partis pour permettre de régler un problème. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le fait que l'UFC soit resté longtemps au niveau de cette CENI a créé des problèmes dont on n'a pas encore une certaine solution. Par exemple, quand je prends le recensement, alors peut-être que l'UFC serait parti au même moment que le net et au but, qu'on aurait eu la chance que les autres de la coalition puissent intégrer la CENI, et même si le recensement dans la zone 1 se faisait sans l'opposition, peut-être qu'on aurait pu faire ce recensement-là dans la zone avec tout le monde, et quitte à ce qu'on puisse régler après le problème dans la zone 1. Donc pour moi aujourd'hui, oui, l'UFC est parti, même si certains de ces cadres ont fait le tour des médias pour dire que bon voilà, on est en politique. Comme l'a dit quelqu'un, en politique, on peut faire une chose et son contraire. Alors aujourd'hui, l'UFC est parti, mais moi je ne m'inscris pas dans la catégorie des gens qui se lancent dans la raillerie pour dire bon finalement ils sont boutés hors. Parce que aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu des discussions et finalement l'UFC a accepté partir. Ils auraient pu également perdre encore du temps en restant. Et ça perdrait encore le temps. Alors, donc pour moi, il faut considérer ça comme un sacrifice qu'ils ont finalement compris qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, en conférence de presse il n'y a pas longtemps, l'UFC a été clair, si la médiation le leur demande, ils laisseraient la place aujourd'hui. C'est ce qui a été fait hier. Mais Loïc, comment est-ce que vous appréciez finalement ce retrait de l'Union de force de changement de la CENI? C'est le bon sens. Le bon sens, oui. La chose la mieux partagée. Il n'y a pas eu de sacrifice. Ça veut dire qu'on a perdu un mois et demi. Ça veut dire qu'on a perdu un mois et demi, puis un gros zéro. Pour lui. Et à la limite, c'est l'image du pays qui a été encore écornée. Tu sais, il faut laisser. Moi, et vous savez, je dis, laissons les victoires de WhatsApp, des justices. Non, nous, on est journalistes. Voilà. Ce qui se passe, il y a un accord. Le test juridique, tout ça, c'est un faux débat. Parce qu'il y avait le test juridique. Mais l'accord est venu. Quand l'accord vient, ils prennent tout ça. C'est-à-dire, l'opposition comme le pouvoir ont accepté de se soumettre. Et tu te rappelles, avant que la CEDEAO n'arrive, j'ai alerté. En mettant Alma Machette, le chef de l'État, en disant, tu es seul responsable devant cette crise, prends tes décisions pour que d'autres ne viennent pas nous dicter des choses à faire. Là, aujourd'hui, on nous dit beaucoup de choses à faire. Voilà. Les gens n'ont pas compris. Il s'agit d'un accord qui est là. L'accord dit qu'il faut que les deux parties se partagent. L'UFC n'avait rien à foutre encore là-bas. C'était le bon sens. Maintenant, c'est pour ça que je dis, moi je suis jamais rentré dans les histoires du test. Parce que les tests disent que l'UFC est opposant, de l'opposition. Les tests disent, mais c'est peut-être que même, comment ça s'appelle, Chao, oui. Christophe Chao, s'il pouvait dire qu'il est de l'opposition, les tests le permettent, parce que c'est juste une simple déclaration, ou bien. C'est ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le bon sens, et on dit la chose la mieux partagée. Le seul bémol ou le seul regret, c'est qu'on ait perdu du temps pour des choses inutiles, et qui ont encore écorné l'image de notre pays pour rien, ou même de parti. Malheureusement, de Gilles Olympio s'en sort encore complètement arraché. Parce que moi, pour moi, Gilles Christ, je me rappelle le jour où il avait fait sa sortie, en pleine crise. Oui. Nous avions écrit, titré en manchette, en mettant sa photo, qu'il veut sortir par la grande porte. Moi, j'étais surpris de voir ce débat. Mais je ne sais pas, avant de rentrer en studio, j'apprenais que c'est lui qui a abdiqué, finalement. Je ne sais pas si c'est sous pression d'autres chefs d'État ou quoi. Oui, l'ont dit ce matin, ils ont discuté, ils ont finalement accepté de se retirer. Est-ce qu'il fallait ça, M. Gilles Christ Olympio? Comment ça? Est-ce qu'il fallait encore cet énième, et comment je ne sais pas, comment je vais appeler ça, il avait la possibilité au niveau de l'opinion, en tout cas d'un peu se racheter, parce que tu étais l'opposant charismatique, tu étais aimé, les gens, la population qui était déjà t'a lâché un moment. La question la plus simple, pourquoi on m'a lâché? Pourquoi ils ont fait ça? Cherche à comprendre. Parce que tu ne fais pas la politique. De ce qui s'est passé avant. Voilà. Il ne fait pas la politique pour lui-même. N'est-ce pas? Puisque l'essence de la politique, c'est pour les autres, c'est changer la vie des autres. Alors, si ce n'est que toi, tu n'es pas politicien.
Président Haïti, le cas de l'Union des forces de changement. Non, moi je crois qu'on en a parlé ici, hein, mais bon. Non, moi je crois que ça devait se résoudre comme ça. Le contraire aurait surpris parce que... Oui, mais est-ce qu'on n'a pas perdu du temps pour... Oui, on a perdu du temps parce que des gens ont voulu jouer avec le bon sens. Il y a des ministres au gouvernement, des députés, des gars même de l'UFC, tout ça. On a vu Bawara faire des conférences de presse avec Chao pour dire oui, jamais, ils sont pas ils ont droit à un siège et tout ça. Tout ça, c'était des choses qui allaient contre le bon sens. On n'a pas besoin de faire des études de je ne sais quoi pour comprendre ça. C'est aussi élémentaire que ça. Et tout ça. Mais on est en politique, hein. Est-ce qu'il est élémentaire? Oui, même en politique. Oui, même en politique. Même si la politique, parfois, on l'a fait sans y mettre beaucoup de morale, on ne la fait pas sans la morale, comme l'a dit un grand écrivain. On ne peut pas commencer par raconter tout et n'importe quoi parce qu'on fait de la politique, ou défendre n'importe quoi parce qu'on fait de la politique. Ces gens-là, quand ils se sont réveillés ce matin, comment ils se sont mirés, ou comment ils ont vu leurs enfants et leurs femmes, eux qui disaient sur les médias, si jamais l'UFC quitte la CENI, quelqu'un a dit va acheter un billet d'avion à quelqu'un pour faire le tour du monde, ou je ne sais pas, pour aller dans un monastère, quelqu'un a dit jamais, et tout ça. Quand vous êtes dans l'espace politique, toute déclaration que vous faites, réfléchissez avant de sortir des mots. Sinon, ça va vous rattraper demain. Et ça va vous rattraper de manière, je ne sais pas, humiliante. Tout le monde savait que c'était un forcing qui ne devait pas tenir, parce que l'UFC n'avait pas sa place à la CENI. Vous ne pouvez pas, selon l'accord, parce que l'accord a dit le pouvoir et la C14. Les deux parties. C'est comme ça écrit noir sur blanc dans l'accord. D'où vient que des gens sortent de quelque part pour nous dire oui, on a droit parce que quelqu'un a dit oui, nous on est les derniers de la politique, on a fait ceci, on a fait cela, tout ça là. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon sens qui a prévalu, mais il a fallu quand même que certains chefs d'État envoient des émissaires ici pour recadrer les gens. Il a fallu que Bouhari envoie des gens ici lundi pour recadrer les gens, pour que les choses se déclassent à la CENI. L'affaire de Bouhari, est-ce que c'est pour le Togo? Parce que les émissaires... Mais écoutez... Quand on les a écoutés parler, ils disent qu'ils ont fait le tour vous avez suivi Dramani quand ils ont élu les gens? Dramani a dit ça à l'Assemblée nationale. Il a dit ça à l'Assemblée nationale. Il a dit ça. Avant l'élection de Pedro, Dramani a dit ça à l'Assemblée nationale. Que c'est un des ministères qui est venu ici pour rétablir les choses. Et donc, on ne peut pas laisser des choses qu'on peut résoudre entre nous facilement quand on envoie quelqu'un d'Abuja pour venir nous apprendre que ça c'est le bon sens. C'est pas normal. Bien. Je crois. Oui, permettez que je donne la parole d'abord à Tchania Waremia. Je vous donnerai ensuite la parole. Tchania, aussi le cas de l'Union de force de changement. Je crois que... Comment vous en faites? La raison a prédominé et le bon sens a prévalu. Pourquoi est-ce que c'est seulement l'Union de force de changement qu'il n'a pas compris au début? Non, mais l'Union... Et peut-être Bawara. Non. L'Union des forces du changement, IFC et ANC, vous savez qu'ils ont un combat. Oui. Un combat propre à eux, qu'ils ont supplanté aux intérêts d'une nation. C'est des frères aujourd'hui ennemis qui ont cru que leurs divergences peuvent se substituer aux intérêts d'une nation. Et je crois que c'est dans ce contexte, justement, que les gens se sont mis et de part et d'autre, on a durci les positions. Vous avez vu aujourd'hui, quand Amouzou Pedro a prêté serment, mais les gens... Non, il n'a pas compris ça. Il a été élu, voilà. Excusez-moi. Quand Amouzou a été élu, il restait que les gens sortent pour faire des marches de victoire. Parce que dans un camp, on a dit avoir... Ouais, mais dans un camp, ça se dit, approcher les gens de l'ANC. Vous entendez, les gens vous disent que c'est une victoire. Et donc, victoire d'étape peut-être. D'étape pour eux. Parce que si l'UFC avait passé, les gens seront dans un schéma à l'UFC en train de dire que bon voilà, nous les avons gagnés. Puisque en fait, la bataille de la présence de l'UFC à la CENI ou non se jouait beaucoup plus entre l'ANC et l'UFC, pas avec les autres partis. Et c'est la raison pour laquelle à l'UFC, on n'entendait pas céder parce que justement, on ne veut pas se faire faible devant son potentiel adversaire. Aujourd'hui, la justice a été faite. Et vive la justice et que le Togo avance. Parce que si c'est ça qui doit empêcher le pays d'évoluer, aujourd'hui on a trouvé la solution. Allez, en avant. Oui. Eric, moi je pense que un adage dit qu'en Afrique on ne parle pas à un fou avec les proverbes.
Un fou, on ne le parle pas avec les pouvoirs. On le crache la vérité aux yeux pour que ce soit clair, qu'ils sachent que c'est comme ça. Je crois que si on transporte ça en politique, les gens ont voulu parler à J.Christ Olympia avec les symboles, alors que nous ne sommes pas dans un temps normal. Nous traversons une période où on a mis en exergue une loi qui avait cours et on l'a mis en exergue et on est rentré dans la logique d'un accord. Et à partir de ce moment où, d'ailleurs, il n'était pas le seul, ce n'était pas un cas isolé, il y avait d'autres qui se sont retirés tout poliment, sans crier scandale. À partir du moment où quelqu'un fait le pied de grue, il faut le cracher la vérité aux yeux. Si le monsieur a pu résister comme ça, perdre le temps inutilement et transporter ce dossier-là hors du pays, au point de ridiculiser l'image du pays, c'est que, quelque part, il a eu des appuis. De soutien, il a eu des soutiens. Quand les gens, pendant toute cette crise, tous ceux qui intervenaient, allant de l'ancien ministre Memenetou au Bawara, tous ceux, ils appuyaient la position biscore, c'est-à-dire tétraplégique de l'ANC. Et ça donnait du courage. De l'UFC. Ça donnait du courage à ce monsieur-là de continuer. Et quand l'affaire est venue devant le médiateur Alpha Condé la dernière fois, peut-être que d'autres demanderont si j'étais là-bas, lui ça l'a fait ricaner. Et ça l'a fait il dit l'UFC qui n'est pas qui est dans le gouvernement au même moment qui se réclame de l'opposition, ça l'a fait ricaner, il dit mon ami, il ne va pas changer. Et ça, tout le monde a ri dans la salle. Donc moi je pense que il faut c'est vrai que ces talibans sont en train de démontrer qu'il y a eu des chefs d'État qui sont intervenus et que c'est un gentleman qu'il s'est retiré. D'accord, je veux bien croire. Sauf qu'il n'a pas besoin de ça. C'est quand même un monument politique, même si à un moment donné le monument s'est écroulé. Quand même, s'il veut vraiment démontrer qu'il a été un chef, un lion, un vieux lion ne change pas sa démarche. Alors, mais sauf que le monsieur a perdu toute sa démarche. Est-ce que cette nouvelle configuration, en tout cas, ne va pas fragiliser l'image même de l'UFC? Non, bon. Ils sont déjà à terre. Ça va fragiliser quoi encore? Ils sont déjà à terre. Bon, ça, oui, le peu qui reste. Oui, ça s'est résumé un peu au partage des petits postes et tout cela. C'est ça aussi qui a contribué à fragiliser parce que à un moment donné, le poids que le parti avait quand il signait l'accord avec le RPT, il n'a plus le même poids. Mais moi, je vais tout simplement dire que, oui, c'est vrai, à part Conakry, l'UFC aurait pu encore s'arc-bouter sur sa position. Et on devrait encore perdre le temps comme on en a déjà perdu. Ça aussi, il ne faudrait pas l'oublier. Donc, le simple fait d'avoir fini par comprendre qu'en réalité, ils n'avaient pas leur place là-bas, moi, je crois que c'est un courage, même s'ils ont perdu du temps, qu'il faut féliciter parce qu'on aurait pu encore perdre assez de temps. On a parlé ici de bon sens. Nous l'avons dit dans notre éditorial. Oui, bien sûr. Ça doit être partagé par tout le monde. Absolument. Parce que quand on vous dit 5 places pour les partis parlementaires et un parti prend 3 places, ça aussi, ce n'est pas... Si c'est pas que les autres ont le bon sens, ils auraient pu également créer une autre crise là-bas. Donc, aujourd'hui, l'UFC a fait quelque chose que ça doit servir, qui doit servir d'exemple aussi à tout le monde demain pour qu'on ne perde pas du temps devant certaines situations. Sinon, à la C14, les gens auraient pu prétendre à des places au niveau de la CENI, même au niveau du pouvoir. Ils auraient pu dire non, bon, nous avons 62 députés, nous pouvons avoir plus ou ceci ou cela. Donc, moi, je crois que à un moment donné, on a perdu du temps, mais il faudra qu'on tire des leçons. Il faut avancer maintenant et le gouvernement togolais ne veut plus perdre du temps et il a convoqué le corps électoral. Oui, non, avant, moi je veux juste dire que en réalité, la pression n'était pas sur l'UFC. La pression était sur le soutien de l'UFC, qui était uni. En réalité, c'était ça. La pression, c'était sur ceux qui soutenaient Mordicus, l'UFC, dans ce chemin de la perdition. Même sans leur soutien, l'UFC peut se maintenir à la CENI, il n'y aura pas de problème. Non, oui. Pas forcément. Comment ça? Non, parce que quand les gens vont chez les facilitateurs et ils soutiennent l'UFC, sans la présence de l'UFC, c'est qu'ils ont un intérêt particulier. C'est pour ça que c'est sur eux que la pression est tombée. Je m'explique. Aujourd'hui, la leçon à tirer de tout ça, c'est que l'UFC doit comprendre que quand vous êtes même dans le compagnonnage avec UNI, il faut faire attention. Parce que autant ils sont avec vous, autant ils vous défendent. Demain, quand ils ont la pression, ils vous lâchent. C'est parce que eux, ils étaient tellement adossés à UNIL qu'ils bombaient le torse que jamais on va sortir de la CENI. Il faut que le bon Dieu descende. Mais le jour que la pression est tombée sur UNIL a oublié que Jésus les a laissés tomber. C'est pour cela que les gens de l'UFC doivent comprendre que cette histoire de s'accrocher
au manteau d'Uni partout ne va pas leur servir. Parce que ces gars-là, ils vont les amener au 32e étage du 2 février, ils vont enlever l'ascenseur, ils vont les laisser tomber. Et c'est ce qui s'est passé. Alors là, si on va dans cette logique, on peut dire que le grand gagnant dans tout ça, c'est UNIR, puisque finalement, c'est l'UFC, on a sacrifié quelque part. Et donc vous revenez à votre et ça a donné l'occasion. Oui, parce que la voix de l'UFC, c'est la voix d'UNIR. Oui, c'est-à-dire que l'UNIR avait maintenu la position de l'UFC et quand on est allé, il fallait donner quelque chose, on a donné l'UFC. Aujourd'hui, on a l'occasion de dérouler. On va revenir sur d'une vipère. Tu sais que la vipère, elle fait des affaires de plus. Bon, maintenant, il faut Loïc, maintenant, non. Je voulais qu'on aborde maintenant, très rapidement. Le plus important a été dit. D'accord, très bien. On va aborder maintenant le chronogramme tel que est balancé par le gouvernement. Hier, en Conseil des ministres, le gouvernement nous a dit qu'il a choisi, en tout cas, comment est-ce qu'on dit ça? On a convoqué le corps électoral. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui se pose à ce niveau? Depuis hier, on a écouté pas mal d'analystes politiques sur le sujet. Est-ce que nous avons le corps électoral qu'on convoque? Le recensement vient d'être fait dans la zone 1, dans la zone 2. Il semble que les experts travaillent toujours sur le fichier électoral qu'on n'a pas encore aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas encore de contestations, des réclamations. Et c'est ce corps électoral qui est convoqué. Loïc? Non. Quelle est la définition que le code électoral donne au corps électoral? Ou que le législateur donne au corps électoral? C'est ceux qui doivent voter. Est-ce que nous savons ceux qui doivent voter aujourd'hui? Non. Officiellement. On ne sait pas ce qui doit voter parce que l'affichage, comment vous appelez ça? La contestation, les réclamations. La liste, les auditeurs sont là pour ça. Tu comprends un peu? C'est pour ça, encore une fois, moi je répète, et je dis à tous ceux qui m'entendent, habituellement, autant comme je le dis au micro, je le leur dis quand je suis au téléphone ou en étude quand je les croise, faisons les choses bien. Quand on fait bien, on s'en sort gagnant. Mais quand on veut faire des enjambées, on se crée des problèmes. Le corps électoral a été convoqué. Je veux croire que, en le convoquant, on est sûr de là où on va. C'est ça le souhait. Et je considère, quand j'ai après réfléchi à pourquoi cette convocation, je me suis dit, bon, parce que partout, depuis hier, c'était les gens criaient, mais pourquoi? Mais après, je me suis dit non. Je crois que le gouvernement est dans une logique. Laquelle? Foncer droit dans le mur? Non, pas forcément droit dans le mur. Il y a des élections. Vous nous avez dit, il y a des élections le 20 décembre. Et comme c'est la CEDEAO qui a fixé le 20 décembre, nous, on convoque le corps électoral, quitte à ce que la CEDEAO nous ramène au pas. C'est-à-dire, nous disent, bon, tel que ça y est, vous avez raison, c'est le 20, mais il y a, vous savez, vous-même voyez tous les problèmes qui y a encore à régler, on ne peut pas aller au 20. Mais le danger là-bas, et j'ai dit, le danger là-bas, ceux qui poussent, parce qu'on dit un conseil de ministre dirigé par le chef de l'État. Ce n'est pas la blague, c'est-à-dire, les gens, il ne faut pas blaguer avec ces choses-là. Et quand on dit, qu'on ne vienne pas nous redire ici que la CEDEAO ou ceci a dit. Parce que quand vous prenez des décisions à ce niveau, on ne fait pas de marche arrière. Vous avez le sentiment qu'on pourrait revenir en arrière? Oui, parce que quand je dis, oui, j'ai le sens, parce que j'ai vu des choses comme ça, j'ai vu des, comment vous appelez ça, des décrets nommant le gouvernement, et à midi, à 19h, j'ai vu un autre décret, à 22h, j'ai vu un autre décret, et c'est ma crainte. Ça dit, je me demande si vraiment le chef d'État était là, à ce conseil des ministres, il a suivi les travaux de bout en bout, ou quels sont les conseillers ou les gens qui continuent par vouloir faire foncer les choses comme ça. Parce que, attention, faisons les choses bien, ça ne va compter personne, mais faisons bien les choses, ça aide le pays. Tchanyao Aremiao, sur le sujet dans votre journal ce matin, vous avez été clair. En tout cas, rien n'a changé. Le 20 décembre est désormais maintenu. C'est clair. Oui, bon. Le corps électoral est convoqué. Ce n'est pas Nouvelle Opinion qui a arrêté la date du 20. Non, ce n'est pas le gouvernement togolais. Non, oui, j'assume. Ce n'est pas le gouvernement togolais, mais c'est ceux qui sont venus au secours du Togo qui ont arrêté cette date. Maintenant, c'est vrai que d'aucuns peuvent dire
que et la CENI et le gouvernement ne font pas bien leur part. Mais je crois que la CENI joue sa partition. À partir du moment où, comme Loïc l'a dit, nous avons des difficultés au Togo, nous avons refusé de nous faire confiance, même au minima. Nous avons refusé. Des gens sont venus d'ailleurs, ils nous ont dit, voilà ce que vous allez faire dans ce cadre. Nous avons cédé. Vous avez vu que quand les gens sont allés en Guinée, finalement l'UFC a quitté. Oui. C'est ce que les Togolais veulent. À partir du moment où ceux qui nous ont fixé le calendrier pour aller aux élections le 20 n'ont pas encore dit que ça ne va pas. Chacun joue sa partition. Notamment. Est-ce que ce n'est pas la crainte de Loïc à ce niveau? Non, il n'y a rien à craindre. Écoutez, non, attendez, non, c'est vous qui allez m'écouter d'abord. C'est-à-dire que si demain, la CEDEAO, ces facilitateurs disent, bah, écoutez, le 20 décembre, comme Camara l'a dit entre-temps, on ne fera pas du fétichisme. Oui. Ce n'est plus tenant par rapport à nos experts qui sont ici. Est-ce que le chef de l'État et son gouvernement reviendront nous dire après que nous changeons? C'est une question de responsabilité. Vous parlez du gouvernement. Oui, bien sûr. Vous parlez de la CENI. Mais vous voulez que, bon, comme les gens ne sont pas encore rien dire, que le gouvernement, que la CENI, depuis là, les gens croisent les doigts, mais ils savent qu'il y a une date butoir. Maintenant, il y a eu, par exemple, la CENI qui a commencé par faire le recensement. Elle avait commencé et subitement, on a dit qu'il faut faire une parité à son niveau. Ça a été accepté. Et les réglages qui restaient à faire ont trouvé solution en Guinée. Chacun est en train de jouer sa partition. Si ceux qui sont en train de nous réguler reviennent dire que, bon, au niveau où vous êtes, ce n'est pas bien, avançons, chacun aurait joué son rôle. On ne peut pas jeter la pierre aujourd'hui au gouvernement pour avoir pris ses responsabilités. Et si on ne disait rien, en ce moment, le gouvernement fera quoi? D'ailleurs, il y a certains qui disent depuis ce matin on est déjà, même le gouvernement est en retard dans la convocation. La CEDEAO en laquelle la convocation devrait prendre Togolais, vous allez voir que et fait le 5 novembre et non le 9. Et le gouvernement, tout le monde avait espoir ou attendait quelque chose en ce que la CEDEAO va nous donner. Oui. Vous voulez que le gouvernement se fasse accuser à la fin si la CEDEAO trouve qu'on doit aller aux élections le 20. Alors le gouvernement se serait accusé de lui-même de n'avoir rien entrepris. Ferdinand Haïté. Oui, mais dans la parole ensuite à Fabrice. On a parlé tout à l'heure du bon sens. C'est pas parce qu'il faut prendre ses responsabilités qu'il faut faire n'importe quoi. Quand on dit par exemple, chacun joue sa partition, la feuille de route, sur toute la ligne est claire. Le droit légitime d'avoir l'alternance que ces messieurs ont dans leur pays et que, bon, s'ils viennent chez nous pour faire leur business, au moins qu'ils comprennent que, bon, les Togolais aussi sont épris. Le cas de la CEDEAO, finalement, lié à cette feuille de route. Oui, mais vous parlez de feuille de route ou vous parlez de Garba, oui. Non, c'est pour dire que moi, je connais le Togo. Nous avons également nos habitudes qui ne sont pas quand même les meilleures. Puisque tout le temps, vous avez vu Ferdinand citer tous ceux qui ont été au poste où Garba est aujourd'hui, et on les peint de la même couleur, ils ne sont pas toujours efficaces, ils ne font pas bien. Oui, attends, qu'ils ne font pas bien. Non, il a parlé de la CEDEAO en citant les Tangias, tout ça là. Tous ceux qui ont eu à intervenir sur les questions togolaises ont toujours été mauvais. Et donc c'est pour dire que nous connaissons nos réalités. Je vais vous faire une surprise. Je sais que même si les Togolais avaient tout annulé, je l'ai dit aujourd'hui. Annulé quoi? C'est-à-dire si on avait tout annulé et qu'on est allé faire tout ce que de part et d'autre les gens veulent, puisque les gens attendent certaines choses de ce pays. Si on faisait ça et qu'on donnait satisfaction à un camp politique, la fin, c'est les urnes. Quand on va finir les élections, que des gens vont perdre ces élections, ils vont contester. Ça, je mets tous les Togolais en défi pour dire que dès qu'on ira aux élections et que l'opposition ne sera pas celle qui a gagné, elle va contester. Mais il faut le faire d'abord. Il faut le faire d'abord. C'est pour cela que j'ai dit que malgré tout ce que les gens demandent, quand on le fera, et c'est pour dire que le gars dont vous parlez aujourd'hui, s'il avait été et qu'il prenait des décisions en une faveur, il ne disait pas la chose telle qu'elle doit être, les gens diront qu'il est bon.
tout simplement parce qu'il ne fait pas ce que les gens veulent. On trouve qu'il est mauvais. C'est un simple fonctionnaire. Il travaille suivant une règle. Il a soutenu que Pedro ne doit pas retourner à la CDAO. Non, mais c'est ça, genre, revient pas. Le 5e poste ne revient pas à la C14. Qu'un simple fonctionnaire qui soutient ça, c'est grave. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas pour l'essentiel. Il ne dit pas ça. Il faut le condamner. On en a parlé le Togo. La dernière fois, je crois que j'étais un des rares à avoir dit que j'émets des réserves sur la moralité et les fréquentations de ce monsieur. C'est l'État qui me donne raison. Moi, ce poste-là, mais par rapport notre confrère en parle. Non seulement par rapport aux évolutions sur son rôle. Moi, ce poste-là, d'abord, c'est un poste qui est créé récemment à la CEDEAO. Au fait, c'est un coursier. On l'appelle pompeusement ambassadeur représentant. C'est un coursier. Même dans son rôle de coursier, on ne le fait pas confiance. Comment ça? Attendez que je vienne. Les experts ont été commis par la CEDEAO. Ils ont fait du travail ici. Et au moins 400 pages de documents ont été remis. C'est lui qui devait aller remettre ça à qui de droit. Ce n'est pas lui qui était allé. Parce qu'on soupçonne trop d'acquaintance entre lui et un camp. Mais le régime, j'ai dit ici qu'il est logé à la caisse ou bien à la TOIA, c'est le régime qui paie. Non, mais la CEDEAO n'a plus les moyens pour payer ça. S'il vous plaît, allez-y comprendre. Donc moi je pense que ce monsieur, j'ai déjà tiré sur lui ici, les événements sont en train de donner raison. Et puis, vous voyez, quelqu'un, comme je disais tantôt, depuis que Ibri Chambas a quitté le mécanisme de la CEDEAO, lui aussi avait été mauvais, non? S'il vous plaît. C'est lui plus mauvais. C'est lui plus qui est venu en train de raconter les... C'est à moi la parole. Est-ce que j'ai la parole? Vous avez la parole, Fabrice. Alors, merci. Oui, j'ai senti un peu de la contradiction dans tout ce qui a été dit sur l'ambassadeur de la CEDEAO. Tantôt, on lui donne des pouvoirs qui n'a pas. Je crois qu'il doit être fier dans son fauteuil quand on dit que c'est lui qui fait ci, qui fait ça. Et au même moment, on dit qu'il n'est qu'un simple coursier. En réalité, effectivement, c'est un ambassadeur, c'est un fonctionnaire international. Il est décidé de rien, il ne fait qu'exécuter tout ce qui vient d'Abuja. Et donc, aujourd'hui, ça serait lui donner trop d'importance de dire que c'est lui qui est capable de faire ci ou ça. Lui, il fait son travail. Et je crois qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, tout ce qu'il ne fait que transmettre tout ce qu'il reçoit. Il ne lui revient pas de prendre telle ou telle décision pour dire, voilà ceci ou cela. Et donc, je crois que il faut faire attention, parce que même quand je suis Ferdinand dans sa logique, même le président ghanéen en tant Ferdinand nous a dit, il faut faire attention avec lui. Après, on nous a dit Alpha Condé. Non, oui, oui. Jamais dit ça, Fabrice. Oui. Après, tu nous as parlé de Alpha Condé. Il faut qu'on rectifie. Je maintiens. Alpha Condé, Kandapa, je maintiens. Oui. Ouais, j'ai toujours dit ça, je maintiens. Oui, aujourd'hui, tu nous as dit aussi. Bien parlé d'Alpha Condé. Oui, tu nous as dit aussi qu'Alpha Condé, c'est un élément sur lequel il ne faut pas compter. Mais je l'ai toujours dit. Ouais, alors, aujourd'hui. Quelqu'un qui tue les gens dans ce pays, vient venir faire quoi chez vous? Oui, aujourd'hui, c'est là-bas, tout le monde est allé. Tout le monde semble être satisfait. Alors aujourd'hui, on s'en prend au pauvre ambassadeur de la CEDEAO qui est là, qui est là. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir cibler là où il y a vraiment les problèmes plutôt que de charger des gens qui sont là. Je voulais quand même qu'on écoute certains de nos auditeurs. Si vous voulez passer un mot là-dessus très rapidement. Non, mais non. Si Garba, j'ai eu à parler dans les plateaux. Oui, c'est vrai, c'est bon à faire. J'ai eu à dire ce que j'ai à dire. Vendredi passé. On va écouter donc un auditeur alors. Merci beaucoup de l'économie de tout ça. Allô? Je n'ai jamais nié. Tu me connais. Allô? Allô? Ouais, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne émission. Merci. Vous allez très rapidement. Quel est votre nom? D'accord, c'est M. Condor. M. Condor, nous vous écoutons. D'accord. En premier lieu, c'est pour essayer de revenir sur les confrères qui sont à votre niveau. C'est pour faire une petite remarque parce que actuellement, vous êtes c'est des gens responsables. Normalement, avant de prendre la parole, vous devez prendre la parole. Pour que nous, les auditeurs, puissions mieux comprendre ce qu'ils ont à nous. D'accord. En deuxième, je regarde sur le cas de M. Kokoroko de l'université. Ouais, si quelqu'un a un problème, donc il y a quelque chose comme un de le dire, il a le diplôme de tir, il faut savoir ce qu'il occupe actuellement, ou pas. Donc, l'essentiel, c'est d'aller vérifier là où la rigueur a présenté. Pour être sûr.
En ce qui concerne, entendons le cas de l'UFC, bon, actuellement, la population, moi personnellement, bon, on est un peu satisfait. D'accord. Très bien. Je pense qu'on a compris l'essentiel. Merci beaucoup. On donne la possibilité à un autre auditeur aussi d'intervenir, puisqu'on est acculé par le temps. Nous sommes vraiment désolés. La CET est passée par là. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Quel est votre nom? C'est Komi. Nous vous écoutons, monsieur Komi. Nous vous remercions pour l'exercice démocratique que vous êtes en train de faire pour nous éclairer. Deux points. Premier point, vous avez oublié de faire mentionner la dame députée de Togo qui a démissionné et rejoint la DIC finalement pour faire comprendre à l'UFC qu'il dormait et que nos éminents interventions que nous avions eues par rapport aux professeurs, ils comprennent définitivement qu'ils se trompaient. Et ça nous a fait un gâchis de temps. Ma crainte est que ces niveaux de tard-là ne touchent pas les enseignements qu'ils donnent dans les universités. Ça, c'est ma crainte. Deuxième point, vous venez de parler de ce que notre gouvernement a fait hier. À mon sens, l'énergie vive et bouillante qu'on utilise pour courir vers le 20 décembre, en tant que Togolais, j'exige cette énergie vive-là pour libérer les détenus, pour faire effectivement les 2 mandats de tout dans notre constitution, pour recomposer notre constitution, c'est-à-dire la vivacité là. Je veux le voir sur ces points aussi. Sinon, ça laisse à croire que le président se dit avec ses amis, mes gars, venez. Très bien. Nous faisons face au dos. Mieux qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Créer encore un problème que les gens vont résoudre. Merci beaucoup. Merci de nous avoir contactés. On va prendre notre dernier auditeur. Et puis, quelques messages aussi à lire avant de rendre l'antenne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Eric. Oui, c'est monsieur? Monsieur Simon. Monsieur Simon, nous vous écoutons très rapidement. Oui, vraiment, moi je voudrais intervenir pour dire que c'est tous ceux qui ont appelé sur les médias, tous les Togolais qui ont intervenu pour dire que l'UFC n'a qu'à laisser, mais l'UFC a refusé. Aujourd'hui, l'UFC a écouté le président ghanéen, pour lequel j'ai d'ailleurs un respect. Mais l'UFC n'a qu'à comprendre qu'il est un parti togolais, un parti au Togo, et qu'il doit du respect aux Togolais, n'est-ce pas? Hein? Il n'a qu'à comprendre qu'il doit du respect aux Togolais, et que c'est les Togolais qu'il doit écouter. Il n'est pas un parti au Ghana. Hein? Merci. Monsieur Simon, merci de nous avoir appelé. Malheureusement, on ne peut plus recevoir d'auditeurs. Nous sommes vraiment désolés. On aurait dû commencer un peu plus tôt parce qu'entre-temps, la CET est passée par là. Merci à vous de nous avoir compris sur ce coup. Il y a un auditeur qui nous dit n'oubliez pas les propos de M. Tchakwe, soi-disant conseiller de Jésus-Christ Olympio. La politique ici au Togo a divisé tout le monde, vous-même les journalistes. Ça se voit. Qu'on vende le Togo et le problème est fini, dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit eh bien, je pense que le gouvernement togolais joue au dilatoire parce qu'il est rattrapé par les faits. Il essaye de piéger les gens en convoquant le corps électoral, ceci pour laver la honte de Bawara, dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit où en est-on avec les réformes institutionnelles et constitutionnelles? Et puis un autre également qui nous dit après la nomination des membres de la coalition à la CENI, quelles sont les nouvelles étapes? C'est la CEDEAO qui décide ou c'est le gouvernement? C'est l'interrogation de notre auditeur. Il y a un autre qui nous dit la CEDEAO a eu tort de laisser le soin au gouvernement togolais de mener à bien sa feuille de route, sachant que ce gouvernement n'a pas la volonté en effet de gérer la crise, étant toujours dans l'optique de conservation du pouvoir. Il serait judicieux que le pays soit mis sous tutelle de l'organisation sous-régionale pour gérer la crise ou carrément aller à un gouvernement transitoire, nous dit donc l'auditeur. Messieurs, merci beaucoup. Malheureusement, on doit rendre l'antenne, il est l'heure. Merci beaucoup Ferdinand Haïté, Abi Alpha Isotou, merci à vous. Fabrice Pekizi, merci. Tchania Warimiao, merci beaucoup. Aladi. Loïc Lawson, merci d'être venu ce matin. Merci à Dia Procé qui a assuré la coordination technique. Juste après nous, le journal, tout à l'heure avec Jean-Marie Leblanc.